Bonjour à tous, bienvenue à l'INSTN. Donc, je vous remercie de vous être déplacés pour cette troisième édition de l'Instant Science, événement organisé en partenariat avec le centre CEA Paris-Saclay. Je vais sans plus attendre donner la parole aux intervenants. Je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour, je vais vous présenter un petit peu l'eau. Je vais commencer par vous présenter l'eau, un peu avec ce qui nous est familier. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours l'habitude de voir des grands mouvements d'eau. Vous voyez, l'eau, en fait, je l'ai intitulé le voyage, parce qu'en fait, vous avez des grandes quantités d'énergie qui sont transportées au niveau de notre planète. Et vous avez aussi des transports de matière. Donc les transports en matière, vous connaissez bien sûr, on a des transports de cailloux, on a des transports de sable, on a des transports d'organismes, mais on a aussi des transports en fait énormément d'énergie. Alors par exemple, ici, vous avez les transports qui vont aboutir aux inondations. L'énergie qui est stockée, bien sûr, c'est l'énergie du soleil. En fait, l'eau stocke l'énergie du soleil, d'abord pour se transporter elle-même, mais aussi, vous voyez, ça peut arriver à certains excès qu'on a ici. Et puis, vous avez une autre forme d'énergie, l'énergie gravitationnelle, où vous avez les marées. Et quand on arrive dans des situations un petit peu extrêmes, vous connaissez encore cet aspect énorme des grandes marées, et c'est un petit peu destructeur. Mais si on utilise l'énergie que l'eau a captée de façon un peu plus, on va dire, tranquille, un peu plus contrôlée, un peu plus douce, eh bien on peut récupérer quand même pas mal de choses de l'eau. La première, eh bien, c'est faire des barrages hydroélectriques, mais aussi des barrages comme l'usine marémotrice de la Rance. Donc, en fait, au niveau macroscopique, voilà, on les connaît tous, ces aspects de l'eau. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir se poser comme question, c'est est-ce qu'au niveau microscopique, on peut aussi tirer quelque chose de l'eau? Alors j'ai mis microscopique, mais en fait, c'est plutôt nanoscopique. Vous savez, les dimensions de la molécule d'eau sont extrêmement petites. Alors la molécule d'eau, en fait, quand on regarde un peu plus en détail, eh bien, elle a un comportement assez étrange. En effet, quand vous avez un solide, si vous le laissez tomber, il va tomber en fait, ou il va couler. Si vous jetez une pierre dans l'eau, il coule. Si vous jetez maintenant l'eau solide, c'est-à-dire de la glace dans l'eau, eh bien, ça flotte. Donc déjà, c'est quand même pas normal comme comportement. Ensuite, la plupart des liquides n'ont pas ce comportement assez agressif que peut avoir l'eau. Ici en haut, vous avez ce que l'on constatait avant un petit peu dans nos forêts, surtout dans l'Est et puis vers la Hollande, c'est-à-dire les pluies acides. Mais vous avez aussi ici, en fait, la corrosion, enfin pas la corrosion, l'érosion en fait chimique qu'on peut avoir sur les sols, sur nos sols. Donc vous voyez que en fait, la molécule d'eau, ou l'eau tout simplement, peut avoir une activité assez énergique, assez impressionnante, qui n'est pas le cas des autres liquides. Enfin, si on regarde un petit peu la molécule d'eau, alors je sais que certains ne connaissent pas trop de quoi est fait l'eau, on va voir juste au slide suivant de quoi est fait l'eau, mais si vous regardez bien ces petites molécules qu'on appelle méthane, ammoniac et tout ça, elles sont tout petites. On peut le savoir en comptant simplement le nombre d'atomes. Vous voyez, ici on en a 5, ici on en a 3 et 1, 4. Et l'eau est vraiment très petite, elle n'en a que 3. On s'attendrait à ce qu'elle soit gazeuse. Eh bien non, elle est liquide. Donc on voit bien que l'eau a un comportement très étrange. Du coup, si au niveau macroscopique, on avait déjà un comportement assez énorme, qu'on pouvait utiliser pour nos besoins, par exemple en énergie, mais pas seulement, eh bien on peut se poser comme question de savoir si on ne peut pas, au niveau microscopique, en tirer quelque chose. Alors ça, c'est déjà ce qui intéresse beaucoup les savants au XIXe siècle, surtout au début du XIXe siècle, parce qu'ils ont cherché, comme tout bon savant, à décortiquer, à démanteler pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis ça n'a pas manqué, vous aviez chez nous Lavoisier, bien sûr tout le monde connaît les expériences de Lavoisier, qui se basent plutôt sur la chimie, mais on a fait aussi des décharges électriques et on a obtenu aussi une décomposition de l'eau. Et l'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène. Alors attendez, si vous mélangez, si vous prenez de l'hydrogène et que vous l'allumez dans de l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une explosion, c'est-à-dire un dégagement énorme d'énergie. Alors si on repart par rapport aux inondations et puis aux barrages et aux marées et aux grandes marées, eh bien là on peut se demander finalement si en utilisant de façon rationnelle, tranquille, en contrôlant un petit peu toute cette énergie qui peut se dégager lorsqu'on recombine par exemple de l'hydrogène ou de l'oxygène, ou si on regarde comment avec l'eau et en la décomposant simplement en partie, pas complètement, on ne peut pas récupérer des choses assez extraordinaires et intéressantes,
eh bien ça pourrait être un atout intéressant pour nous. Il suffit simplement de contrôler les choses comme on le fait au niveau macroscopique avec les barrages. Peut-être qu'avec la voie de la chimie, on peut faire des choses très intéressantes. Et je pense qu'en fait, les intervenants qui suivent, c'est ce qu'ils vous vont présenter, c'est-à-dire un petit peu ce qui peut se passer dans un monde un peu plus petit que celui des grands barrages, des marées et puis des inondations. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Corinne Chauvat et je travaille à la direction de la recherche fondamentale. Donc avant de parler du présent et des projets du laboratoire dans lequel je travaille, on va faire un retour dans le passé, 3 à 4 milliards d'années en arrière. Alors, est-ce que vous savez quelle était la composition de l'atmosphère il y a 3-4 milliards d'années? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? Il y avait de l'hydrogène, oui, mais avant l'hydrogène, un composé majoritaire, de l'eau. Donc de l'eau, du CO2, de l'hydrogène sulfuré et un peu de méthane. Alors, à l'heure actuelle, notre atmosphère, l'air que nous respirons, il est composé de quels atomes? L'azote, oui. L'oxygène, oui. Un petit peu d'eau et un tout petit peu de CO2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Beaucoup d'eau, beaucoup de CO2 et finalement de l'oxygène et très peu d'eau. Et un tout petit peu de CO2. Est-ce que vous avez une idée de quels sont les processus qui ont conduit à la formation de l'atmosphère oxygénique, donc l'air que nous respirons? La photosynthèse, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? On part de quoi pour faire la photosynthèse? Du soleil, oui, ça c'est l'énergie physique qui va être utilisée pour faire une réaction chimique. Donc, c'est écrit ici, on voit écrit 2H2O, donc deux molécules d'eau qui vont donner des protons, des électrons et de l'oxygène. Donc, l'oxygène, finalement, c'est un déchet que nous respirons. Et la photosynthèse, qu'est-ce que ça utilise? Les protons et les électrons. Alors, est-ce que vous avez une idée de à quoi ça sert les protons et les électrons dans le cadre de la photosynthèse? Alors, en fait, c'est une énergie chimique qui va être utilisée pour faire des réactions. Et ces réactions chimiques, elles vont se faire à partir du CO2 et des minéraux, pour faire des molécules carbonées. Alors, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui a créé, en fait, finalement, la photosynthèse? Est-ce que c'est une machine qui fait la photosynthèse? Est-ce que c'est un organisme vivant? Les végétaux, oui. Et quel végétal? Tout ce qui est vert. Mais qui est-ce qui, au départ, il y a 3 milliards d'années, est-ce qu'il y avait des plantes? Du plancton, oui. Et plus précisément, des micro-organismes qui ont une couleur bleue, donc qu'on appelle les cyanobactéries. Alors, comment ça se passe? Le CO2 et les cyanobactéries, la lumière, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme à l'intérieur des cellules qui fait qu'on fait beaucoup de molécules carbonées. Et ça, c'est la biomasse, c'est ce que vous avez dit, c'est le phytoplancton. Alors maintenant, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec la photosynthèse, en dehors de faire de la biomasse, du phytoplancton qui sera mangé par les petits poissons, qui sera mangé par les gros poissons, ou des plantes qui vont être mangées aussi par nous. Ouais, faire de l'oxygène, ça c'est sûr. En dehors de ça, avec la molécule de CO2. Donc vous avez dit de la chimie organique, oui, plus précisément.
y a des petits dessins? Voilà, des matériaux, des plastiques, oui. Donc, en fait, dans le laboratoire où je travaille, le laboratoire de biologie et biotechnologie des cyanobactéries de l'Institut Frédéric Joliot, on s'intéresse aux cyanobactéries, donc qui sont les ancêtres des plantes et qui ont inventé le processus de la photosynthèse. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces cyanobactéries? Ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est de plus en plus nombreux sur la surface de la planète et qu'il faut qu'on se nourrisse, qu'on se loge, qu'on se déplace, qu'on communique, qu'on fasse beaucoup de choses, quoi. Et donc tout ça est très dépendant de l'énergie, et notamment de l'énergie fossile qui est le pétrole ou le charbon. Donc vous n'êtes pas non plus sans savoir que le pétrole va nous manquer bientôt, et donc il faut trouver des solutions alternatives à ce pétrole, et ça, c'est pas quelque chose qui est évident. Ça va prendre du temps, et toutes les stratégies doivent être essayées avant de savoir si ça va marcher ou pas. Il n'y en aura pas qu'une seule qui va marcher, qui va remplacer le pétrole. Ça, c'est absolument illusoire. Donc, dans notre laboratoire, on se dit, puisque les cyanobactéries, il y a 3 milliards d'années, ont inventé la photosynthèse, qui est finalement un processus qui paraît simple comme ça quand il est écrit, c'est-à-dire on utilise l'énergie lumineuse qui est une énergie illimitée, hein, on reçoit l'énergie solaire partout sur Terre. Le CO2, ben, il y en a, et il faut le faire diminuer l'activité humaine est en train de faire monter la concentration en CO2 qui est néfaste. De l'eau, il y en a. Donc on essaye de comprendre comment la machinerie cellulaire est capable de produire des molécules d'intérêt. Donc naturellement, qu'est-ce qu'elles produisent? Des protéines, des acides aminés, donc des choses qui servent pour la nourriture, des sucres, mais également des graisses, hein, des lipides. Et donc, si on comprend comment ça fonctionne, ce qui n'est pas simple, à ce moment-là, on peut essayer d'ingénierer les cyanobactéries pour pouvoir rediriger cette usine pour faire les molécules d'intérêt que l'on veut. Alors ça passe par essayer de leur faire assimiler mieux le CO2. Et aussi de comprendre comment ça va fonctionner. Et on pourrait se dire, ben, on va faire ça avec les plantes, parce que finalement, les plantes font exactement la même chose. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser les cyanobactéries? Ben, déjà, parce que si on utilisait les plantes pour faire du pétrole, ben, à ce moment-là, on n'aurait plus de nourriture. Ça serait pour faire le pétrole. Donc, il y a une espèce de compétition entre soit manger, soit se déplacer. Donc, les cyanobactéries, elles peuvent pousser quasiment dans tous les écosystèmes, dans toutes les conditions, et on peut les utiliser même avec de l'eau polluée. Certaines cyanobactéries poussent dans de l'eau salée, hein, donc c'est des cyanobactéries marines, mais aussi sur nos déchets, sur l'urée, sur le nitrate. Donc on peut imaginer qu'on va essayer de faire un développement durable et soutenable en essayant de dépolluer les eaux et en essayant de faire des produits d'intérêt. Donc, contrairement aux plantes, ben, on n'a pas besoin d'eau douce, on n'a pas besoin de pesticides et on n'a pas besoin d'herbicides. Donc, si on arrive à faire produire, par exemple, des plastiques ou des lipides ou des terpènes, donc qui sont des biocarburants ou n'importe quoi, des parfums, on va, bien évidemment, si on les brûle, former du CO2, mais ce CO2, il est réutilisé par les cyanobactéries pour refaire de la matière. Donc, du coup, on n'augmente pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, comment on fait ça? On regarde à l'échelle moléculaire les mécanismes qui se passent et on essaye de dériver ces métabolismes, donc les rouages de la machinerie, pour faire produire ce qu'on veut. Alors ça passe par de la biologie synthétique, des OGM, que pour l'instant, la société n'est pas encore tout à fait prête à accepter. Mais on sera bien obligé d'y passer.
Est-ce que c'est clair? Je vous remercie. Oui. Vous hésitez sur l'utilisation des OGM. Pourquoi les OGM sont dangereux? Ah, ils ne sont pas dangereux, c'est la société qui pour l'instant ne... Pourquoi la société croit que les OGM sont dangereux? C'est une peur ancestrale, hein, je veux dire. Voilà, on n'aime pas que le vivant soit manipulé, c'est tout. Ah, c'est bon. J'espère que ça ne va pas tomber. Bonjour. Alors, je l'ai mis là parce que je n'ai pas de ceinture. Et comme je suis italienne par ma mère, je ne peux pas me passer de mes mains pour vous parler. Donc, je suis Sophie Hérault. Je suis également, comme Corinne, chercheuse à la direction de la recherche fondamentale. Et on va commencer tout de suite avec l'image. Donc, comme on est le 11 décembre, je me suis fait une petite liste de 11 mots que j'espère vous faire deviner autour de cette image. Donc, allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce que cette image vous évoque? Paris, inondation. Ouais. La crue de la Seine. 1910, non. Je ne pense pas que les quais de la Seine étaient limités à 30 en 1910. C'est assez récent. Changement climatique, ce n'est pas sur ma liste, mais effectivement, il y a de ça dedans. Urbanisme, la ville, l'eau dans la ville, une thématique en soi. Vous savez que toutes les mégapoles, enfin, je n'ai pas encore réussi à trouver un contre-exemple. Les très grandes villes sont toutes à côté d'une masse d'eau, une rivière, au bord de l'océan, au bord d'un grand lac. Est-ce qu'on a besoin d'eau pour développer une ville? C'est systématique, à la fois pour s'approvisionner en eau, tout simplement, parce que c'est une source d'énergie, comme l'a dit Yann tout à l'heure, et parce que c'est un bon exutoire pour nos déchets. Et même au Moyen-Âge, on produisait des déchets et on avait besoin de les évacuer. Et puis, pour Paris, c'était aussi le moyen de faire venir le bois qui venait de Lyon par flottaison. Alors, voilà, on en a fait pas mal. Alors, je n'ai pas encore entendu la date de cette photo. Cette photo a été prise quand? 2016, oui. Quel mois? Le mois de juin. Et quel jour? Le 3, au plus fort de la crue. Cette crue est totalement exceptionnelle. Elle est en hauteur d'eau dans Paris, elle est d'un temps de retour de tous les 500 ans. On observe ce genre de crue de tous les 500 ans. Et le fait qu'elle soit arrivée à cette hauteur d'eau au mois de juin, aucune archive historique ne nous prédit ce genre d'événement. Donc elle est un temps de retour incalculable dont on peut dire qu'il est en milliers d'années. C'est certainement le résultat de la convergence entre l'urbanisation dont on a parlé tout à l'heure et des changements climatiques. Alors, ce sur quoi nous travaillons exactement, donc je vais essayer de vous faire deviner ce sur quoi exactement nous travaillons. Donc, Yann a dit tout à l'heure que l'eau transportait de l'énergie. Qu'est-ce qu'il transporte aussi? Il en a parlé un peu. Des bateaux, oui, des péniches, mais encore plus petits. Des poissons, oui. Parlez fort, hein, je suis un peu sourde. Des déchets, oui, mais du sable, des cailloux et tout ça, ça forme
Les sédiments, voilà, les sédiments, les matières en suspension. Donc c'est pour ça, donc, au moment de la crue, la Seine transportait beaucoup de sédiments, de particules. C'est pour ça qu'elle a cette couleur jaunâtre qu'on voit bien. Et puis, quand la crue a diminué, donc au retrait de l'eau, elle a déposé sur ses quais partout, mais aussi dans d'autres zones, ces sédiments qu'on appelle des laisses de crue. Et on va travailler sur ce matériel-là pour évaluer quoi? La pollution. Ouais. Sur ces laisses de crue, on va évaluer la pollution. Et en particulier, la pollution d'une certaine catégorie de polluants qui est liée à quelque chose que l'on voit bien sur cette photo, plutôt sur le haut. Non, pas les, enfin, mes collègues ont travaillé sur les hydrocarbures, mais pas moi. Les métaux, oui, les métaux. Donc, ce que vous voyez sur les toits là-haut, les toits de ces très beaux bâtiments, c'est le pont de la Concorde, c'est du zinc. Ce sont des plaques de zinc, reliées entre elles par des petites plaques de plomb pour faire l'étanchéité. 70% des toits de Paris intramuros sont en zinc, ce qui fait du zinc le métal le plus présent dans la contamination parisienne, et une exception dans le monde. On en reparlera tout à l'heure. Donc, alors, le métaux, zinc, juin, on a tout. Donc, on travaille sur la qualité de l'eau. Bon, celui-là, j'avais marqué, mais je vous l'épargne. Et puis, une dernière petite chose avant de passer à quelques images de résultats. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, c'était Manuel Valls à l'époque, a demandé, dès les jours qui ont suivi la crue, que l'agence de l'eau Seine-Normandie travaille sur la qualité de l'eau de la Seine, à votre avis, pendant la crue? La question posée, c'était: est-ce que la qualité de l'eau de la Seine pendant la crue a été très détériorée? Point de vue contaminant, organique et inorganique. Tout à l'heure, on a entendu parler des hydrocarbures. Donc, des équipes se sont attachées aux hydrocarbures. Et puis, Corinne nous a montré les micro-organismes. Donc, ça aussi, les bactéries, la microbiologie a été également étudiée dans ces laisses de crue. Les égouts, oui, oui, oui. Mais il avait une préoccupation en tête très précise. Les Jeux Olympiques. Oh, mais c'est trop fort. Je pensais vous faire durer encore un peu là-dessus avec les Jeux Olympiques. Oui, la question qui a été posée, c'est: est-ce que si cette crue, qui, comme je vous dis, il n'y a aucune de mémoire d'archives, et les archives parisiennes, elles remontent très très loin, il n'y a jamais eu de crue comme ça en été. Les JO, c'est l'été. Qu'est-ce qui se passerait? En dehors de tous les problèmes de transport, gérons ça par ailleurs. Comment on fait s'il y a une crue pour faire les épreuves qui sont tout autour de l'eau? Alors, on peut peut-être regarder la diapositive suivante. Merci. Est-ce qu'on a un... C'est celui-là. Merci. Alors, je vais passer à mon autre petit bout de papier. Donc, je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un laboratoire donc, qui appartient pour la partie CEA, parce que nous avons 3 tutelles, à la DRF, pour la partie CNRS à l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, et également sous tutelle de l'université Versailles-Saint-Quentin. Et puis, depuis la semaine dernière, le conseil d'administration de l'UVSQ a voté son rattachement à l'université Paris-Saclay. Donc ça y est, nous sommes dans Paris-Saclay. Et on va regarder aujourd'hui donc des résultats qui concernent la Seine et la crue de juin 2016. Donc ces travaux ont été commandités, je vous l'ai dit, par le Premier ministre, qui se préoccupant de comment on allait faire les épreuves aquatiques si jamais cette crue se reproduisait. Il a saisi l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui gère tout le bassin de la Seine, et qui elle-même a saisi les chercheurs qui appartiennent
au programme de recherche en environnement sur la Seine, le Pyrennes-Seine, et à la zone atelier Seine. Donc la Seine, le bassin de la Seine, on le voit ici. Donc c'est dans le Pyrennes-Seine une trentaine de laboratoires qui traitent de sociologie, d'économie, mais aussi de contamination, de biologie, etc., tous autour de la Seine. Donc il se trouve que des chercheurs de mon laboratoire, y compris moi et puis quelques autres, nous sommes allés dès les retraits des eaux prélever des échantillons dans le bassin de la Seine. Alors le bassin de la Seine, il est assez grand, car 64 700 km², et il abrite 12 millions d'habitants en tout. Et puis vous avez cette petite zone grisée là, au centre, autour de Paris. Paris intramuros, c'est là, cette zone grisée, qu'on appelle nous le méga Paris. Ce n'est pas tout à fait les limites du Grand Paris telles que définies par la politique. C'est la limite de densité de population dans cette petite zone ici qui fait même pas 10 000 km². On a plus de 10 000 habitants. Donc 12 000 en tout. Donc 12 millions, pardon. 12 millions dans tout le bassin, dont 10 millions là, juste là. Donc vous voyez qu'on a pris des échantillons avant le méga Paris, on a bien défini, on a fait pas mal d'échantillonnage dans Paris intramuros et ensuite des échantillons jusqu'à l'estuaire. Ça c'est la partie échantillonnage. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans ce projet? D'une part parce que ça fait 20 ans qu'on travaille sur la Seine et sur l'érosion en particulier, c'est-à-dire la capacité de l'eau à entraîner des particules vers la Seine. Donc Yann a parlé d'érosion chimique, là c'est de l'érosion physique. Et aussi parce que le LSCE a hérité de sa culture CEA des techniques d'analyse de radionucléides et d'analyse de traces qui se prêtent bien à ce genre d'études. Et donc ça nous permet, avec l'approche des radionucléides, de comprendre de quand datent ces particules. Est-ce qu'elles datent de la dernière pluie, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont arrivées dans la rivière avec les pluies qui ont précédé cette crue exceptionnelle de 2016, ou est-ce qu'elles étaient déjà dans la rivière, puisqu'il y a des sédiments dans une rivière, dans le lit, etc., et qu'elles ont simplement été remises en suspension par le flux de la crue. Vous me dites, ouais, c'est bon. Et donc plus c'est noir, plus c'est vieux, plus c'est blanc, plus c'est récent. Et ce qu'on constate, c'est qu'avant Paris, on a tout de même une surreprésentation des vieux sédiments. C'est-à-dire que la crue a surtout eu pour effet de remobiliser, de nettoyer tous les canaux. Et en particulier, ça passe pas très bien, mais ici vous avez l'Yvette, l'Orge. Donc l'Yvette est un affluent de l'Orge, hein, donc on est dans ce bassin versant ici. Donc on a là vraiment particulièrement de la remobilisation de sédiments anciens. Et puis ensuite, quand on passe Paris, on a de l'apport de sédiments frais, et notamment à partir de l'Oise et ces grandes plaines agricoles qui ont été lessivées par la pluie et qui ont apporté aussi un lot de particules. Et là, sur cette dernière partie du schéma, ce que vous voyez là, c'est l'état de la contamination pour chacun des points échantillonnés ici. Plus la barre est haute, plus c'est contaminé. Alors, en quoi? En chrome, ici, en nickel, en zinc, en cuivre, en arsenic, en cadmium, en antimoine et en plomb. On ne va pas tous les faire aujourd'hui. Je voulais juste vous signaler que les résultats ne sont pas présentés en concentration, comme on a parfois l'habitude de le voir, mais en facteur d'enrichissement. La concentration, elle peut être trompeuse, parce que s'il y a beaucoup de sable dans notre échantillon, c'est-à-dire que si le sédiment est assez grossier, ça va diluer la contamination, et on va dire « Oh, bah, c'est cool, il n'y avait rien ». Et en fait, non, il y a quelque chose. Donc on le rapporte à la fraction de particules fines, et c'est pour ça qu'on utilise les facteurs d'enrichissement. Alors aujourd'hui, je vais essayer surtout de vous parler du zinc qui est ici. Et ce que vous voyez, c'est que, donc ici vous avez le Loing qui rejoint la Seine ici. Donc les trois barres sont assez éloignées l'une de l'autre pour qu'on puisse les distinguer, mais de fait, les échantillons sont très très près. Vous avez la petite barre ici, qui est toute petite parce qu'elle représente la contamination qu'il y avait dans la Seine
amont, pas de contamination. La grande barre est celle qui provient du loing, c'est-à-dire un échantillon qui a été pris dans le loing juste avant qu'il conflue avec la Seine. Là, on est sur des facteurs d'enrichissement très élevés qui traduisent une contamination très importante. Et puis, quand le loing rejoint la Seine, eh bien évidemment, ça dilue, la contamination du loing est diluée, mais tout de même très présente. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les sédiments vont se déposer et on voit disparaître cette contamination apportée par le loing. Mais heureusement, l'orge et surtout l'ivette sont très contaminés, donc ça remonte les contaminations. Et l'ivette en particulier, donc c'est l'ivette avant et après Orsay. Et donc on sent bien là qu'il y a de la contamination historique dans cette rivière, qui est une rivière urbaine, qui est très intéressante à étudier. Et ensuite, donc cette contamination, elle est conservée à un niveau relativement élevé dans son passage dans Paris, parce qu'on a toute cette pluie qui lessive les toits et qui amène du zinc, et puis elle va s'amenuiser. Ce qu'on voit à peu près sur toutes les diapos, c'est que la zone estuarienne présente des contaminations très faibles. Et c'est vrai que c'est un effet providentiel de la crue, c'est que ça a chassé le bouchon vaseux qui se trouve dans l'estuaire de la Seine, entraînant vers les parcs ostréicoles la pollution qui était dans l'estuaire de la Seine. Voilà, donc les études continuent avec les impacts côtiers. C'est très important d'étudier les impacts côtiers, les apports par les rivières. Et ces analyses ont été aussi faites pour les contaminants organiques, pour les micropolluants de toutes sortes, et aussi pour les contaminants biologiques. Voilà. Je vous remercie. Vous m'entendez? Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Ozou. Je travaille au laboratoire d'études de la corrosion aqueuse, qui fait partie du service de corrosion dans le département de physico-chimie, donc à l'ADENE, la direction de l'énergie nucléaire. Donc, je vais essayer de vous faire deviner ce qu'il y a sur deux photos. On va commencer par la première. Donc, qu'en pensez-vous? Pardon? Ça ressemble à un cerveau? Ah oui, c'est pas un cerveau, mais ça ressemble à un cerveau. C'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai pris la photo. Alors, pour vous aider un peu, je vous donne l'échelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers, donc un nanomètre, c'est un millième de micromètre. Un micromètre, c'est un millionième de mètre, donc c'est un millième de millimètre. Donc tout ça pour dire que c'est petit. C'est une photo qui a été prise au microscope électronique à balayage. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de rapport avec l'eau encore. Donc ça va venir dans la photo d'après. Non, alors il y a deux métaux, mais il n'y a pas d'acier. Donc il y a deux métaux, il y en a un qui est lourd et cher. J'entends pas très bien, il faut que vous parliez plus fort parce que vous n'avez pas de micro. Non, plus courant, je dirais. Lourd, donc vous avez dit plomb, mercure, platine, mais il y a d'autres métaux lourds plus courants qui sont chers aussi, qui brillent, sont précieux même. Alors, voilà, merci. Donc, le blanc, gris sur la photo, c'est de l'or. Et en dessous, il y a un autre métal qu'on étudie donc, à l'ADENE parce qu'on se dit qu'il pourrait remplacer, pour certaines pièces qui sont dans les réacteurs nucléaires, qui sont dans le circuit primaire des réacteurs nucléaires, donc là où il y a de l'eau chaude sous pression, il pourrait remplacer avantageusement certains acides inoxydables parce qu'ils sont moins
il s'active moins sous flux neutronique. Et donc ça faciliterait les opérations de maintenance, tout ce qui est la radioprotection autour du cœur des centrales nucléaires. Donc un métal plus léger. Pardon ? Non, c'est un métal. Ces oxydes sont très utilisés pour faire la peinture blanche qu'il y a sur les murs de vos appartements. Voilà, le titane, merci. Voilà. Donc sur cette photo, on a donc de l'or qui fait ces jolis dessins et en dessous du titane. Donc en fait, nous, on étudie le titane, hein, on n'étudie pas l'or. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une très fine couche d'or sur un échantillon plat, poli, une petite plaquette de titane. Et on en a posé tellement peu que l'or, finalement, plutôt que de rester sous la forme de quelques épaisseurs de couches atomiques planes à la surface du titane, eh ben, il a eu tendance à s'agglomérer et à faire ces jolis dessins. Donc maintenant, vous avez deviné ce qui est sur la photo, vous allez faire plus fort, vous allez deviner la photo d'après. Donc c'est quand on a plongé cette surface-là, de titane avec un petit peu d'or dessus, dans de l'eau donc à 300 degrés, donc sous pression, parce que sinon elle ne reste pas liquide à 300 degrés, comme vous le savez. Donc on a mis ce petit échantillon dans de l'eau à 300 degrés, sous 150 bars, de l'eau désoxygénée, mais bon, peu importe. Qu'est-ce qui se passe quand on met du fer dans l'eau, par exemple? Ça rouille, voilà. Donc ça rouille. Les métaux, donc nous on dit qu'ils s'oxydent, mais bon, je suis d'accord avec vous, le fer ça rouille, donc les métaux s'oxydent. Donc s'oxyder, ça veut dire qu'ils vont donc céder une partie de leurs électrons à l'eau, par exemple. Donc ils vont se retrouver sous forme d'ions, de cations. Donc c'est des métaux, et donc une partie de ces ions va pouvoir partir avec l'eau, donc c'est le cas du zinc, qui fait de la pollution, mais une partie aussi peut rester à la surface, se combiner avec l'oxygène ou les ions hydroxydes, faire des couches d'oxyde, donc comme la rouille, des couches d'hydroxyde. Donc à votre avis, est-ce que l'or, ça s'oxyde? Non, l'or, ça ne s'oxyde pas dans l'eau, c'est bien. Est-ce que les acides inoxydables, ça s'oxyde? Bah si, en fait, ça s'oxyde. Voilà, c'était un piège. Bon, voilà, je ne suis pas le premier à vous le faire, mais les acides inoxydables, ils s'oxydent. Et c'est parce qu'ils s'oxydent bien et que cette couche d'oxyde, elle est fine, adhérente. Nous, on a l'impression que nos couverts de cuisine, eh ben, ils ne sont pas oxydés. Mais en fait, il y a une fine couche d'oxyde qui les protège justement de s'oxyder davantage et qui donc finalement, ils ont l'air comme de l'or presque. Donc de ne pas s'oxyder. Alors donc l'or, il ne va pas s'oxyder quand je vais le mettre dans l'eau, mais le titane, à votre avis, va s'oxyder, ne va pas s'oxyder? Le titane va s'oxyder, d'accord. Donc maintenant, vous allez pouvoir m'expliquer ce qu'on voit sur cette photo. Bon, c'est un peu flou, hein, c'est fait exprès pour que ce soit plus dur. Alors, en bas, là, il y a du titane. Et il est où l'or? Tout ça, c'est l'or, ça? Non, c'est pas l'or. Donc l'or, c'est les petits points blancs? Ok, donc bravo. Donc en fait, l'agglomération qu'on avait vue sur la surface, donc c'est un peu poursuivi parce que là, on est à 300 degrés. Donc ça fait quasiment des petits plots. Donc si je vous avais montré une photo de la surface, vous auriez vu comme des petites billes à la surface du métal. Ok, donc on a du titane, on a de l'or, et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Voilà, TiO2, merci. Donc de l'oxyde de titane. Très très bien. Alors, maintenant, c'est la question la plus dure. Est-ce que vous pouvez, mais vous pouvez répondre, hein, il y a la réponse sur la photo. Est-ce que la croissance de l'oxyde se fait à l'interface interne ou à l'interface externe? C'est-à-dire, est-ce que là, il y a un peu d'oxyde, cet oxyde, il va croître un peu avec le temps. Est-ce que c'est l'oxygène qui traverse la couche d'oxyde et qui va réagir avec le titane à l'interface interne, ou est-ce que c'est le titane qui va traverser la couche d'oxyde et qui va réagir avec l'eau à l'interface externe? Réponse 1, réponse 2. Interne, d'accord? Et comment vous pouvez le voir?
Voilà, parce que sinon, ça aurait enveloppé l'or. C'est-à-dire que là, en fait, comme l'or, il ne s'oxyde pas, donc il reste sur la surface, là, on se dit, bah, l'oxygène, il peut, avant qu'il y ait l'oxyde, le titane était là-haut, et l'oxygène a petit à petit traversé, fait cette couche d'oxyde, et puis petit à petit, bah, il continue à traverser l'oxyde de titane pour aller faire du nouvel oxyde de titane. Donc on croit dans ce sens-là. Si on avait cru dans l'autre sens, bah, en fait, on aurait eu la couche d'oxyde, et puis l'or, on l'aurait trouvé à l'interface entre le métal et l'oxyde. Donc le fait que l'or soit à l'interface entre l'oxyde et l'eau, eh ben, ça veut dire que c'est bien l'oxygène qui rentre et pas le titane qui sort. On est content. En fait, c'est pour ça qu'on a fait cette manip. C'est pour ça qu'on a mis l'or sur notre titane pour savoir si c'est une croissance interne ou une croissance externe. Vous allez me dire, on est content de le savoir. Hein, c'est déjà ça. Je vous dirai après à quoi ça peut servir de le savoir. Donc une dernière question. Là, il y a une sorte de trou. Là. Parce qu'avant, donc là, c'est pas moi qui ai pris la photo, c'est un thésard, Quentin Bignon, qui travaille là-dessus. Il avait bien poli l'échantillon, donc c'était tout plan. Et puis là, quand même, on voit un trou, et puis là, on voit une bosse. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ? Donc, c'est un bout qui s'est décroché et qui allait se poser à côté ? Non. Mais presque. Non, non, bah, il y en avait forcément un peu, mais ça n'a pas de rapport. L'oxyde a été dissous et il a reprécipité. Exactement. Donc ça veut dire que l'oxyde a une certaine solubilité dans l'eau, à cette température, à ce pH-là. Et puis, une fois cette solubilité atteinte, il peut reprécipiter. Donc, il y a une petite explication qui va... Pourquoi ça s'est fait là et pas ailleurs ? Vous voulez dire le trou ? Je ne sais pas. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la dissolution se fait, je dirais... là, quand on regarde de très près, on se dit c'est localisé. Mais en fait, quand on regarde de plus loin, c'est partout. Donc partout, il y a des petits trous et des petites bosses. Voilà. Donc après, là, en fait, à cette échelle-là, la taille de grain, par exemple, de l'alliage de titane, c'est quelque chose comme 50 microns. Donc à cette échelle-là, on est à l'intérieur d'un grain, il n'y a pas de joint de grain, on ne voit pas de défaut particulier. Donc ça, je n'ai pas de réponse précise à vous donner là-dessus. Donc le récapitulatif, donc vous avez bien deviné que l'or, c'était les petits points blancs qui étaient à la surface. On a donc l'oxydation du titane en TiO2, qui donne ces électrons. Et puis la réduction de l'eau, puisqu'on est là pour parler de l'eau, hein, on n'aurait pas dit avec mon exposé. Donc l'eau qui se réduit en hydrogène. Et puis donc la solubilité du titane qui n'est pas nulle dans l'eau, donc dissolution de l'oxyde de titane, pardon, et reprécipitation de ce même oxyde de titane, TiO2. Donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire à quoi ça nous sert finalement de décrire ce mécanisme, c'est parce qu'après, on va essayer de mesurer la vitesse des différentes étapes, de voir quelle est la plus lente, et puis de déterminer ainsi la cinétique de corrosion de ces alliages. Là, c'est du titane pur, mais on le fait aussi sur des alliages de titane. Voir la cinétique de corrosion qui va nous permettre de dire simplement, est-ce qu'on peut utiliser ce type d'alliage dans des réacteurs à eau sous pression, dans lesquels il y a de l'eau donc à 300 degrés sous 150 bars. Il faut l'écouter, hein. C'est le directeur. En raison de l'épisode météorologique venteux en cours, nous vous appelons à la plus grande prudence lors de vos déplacements extérieurs et de veiller à la bonne fermeture de portes et fenêtres. OK.
Donc on cherche à mesurer la cinétique de corrosion. Donc on cherche d'abord à déterminer les mécanismes, ensuite à mettre des équations un peu sur toutes ces étapes, à mesurer la vitesse de toutes ces étapes, voir laquelle est la plus lente, afin de pouvoir prédire ce qui va se passer à l'échelle de 1 an, 2 ans, 10 ans, 60 ans, si c'est un réacteur. Et une dernière petite remarque que je voulais faire avant de conclure, c'est de dire que là, donc on a la réduction de l'eau en hydrogène, et qu'on s'intéresse également au devenir de cet hydrogène, parce qu'une partie de cet hydrogène peut rester dans l'eau, mais peut également rentrer à l'intérieur du métal. On a même la possibilité de faire des précipitations d'hydrure, de titane, à l'intérieur du métal, et ça a des conséquences sur le comportement mécanique des alliages de titane. Donc on étudie également la cinétique de pénétration d'hydrogène et l'influence de l'hydrogène sur le comportement mécanique de ces matériaux. D'ailleurs, je propose un stage de master si vous êtes intéressé et une thèse qui commence en octobre 2018. Voilà. Merci. Question? Il n'y a pas d'âge. La hauteur du transfert de matière a été arrêtée parce que vous avez arrêté de chauffer l'eau, ou au contraire, vous avez perdu. La grandeur du dépôt qui s'est déplacé a été limitée par le temps de chauffe de votre expérimentation. Et si vous aviez perduré à chauffer, est-ce qu'on aurait eu l'équivalent d'une salamite d'un côté et puis un grand trou de l'autre? Alors, donc on fait des expériences de 4 jours, mais aussi des expériences de 6 mois, 10 mois. Et donc, on compare un petit peu ce qu'on trouve pour ces différentes durées. Et donc, en effet, les processus ici se continuent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout le temps dissolution de l'oxyde dans l'eau, mettons à une vitesse constante. Il y a tout le temps diffusion de l'oxygène à travers cette couche pour continuer à oxyder du métal. Donc, on a tout le temps... donc je dirais que l'interface ne fait que descendre, hein, mais l'épaisseur reste à peu près constante. Donc on a, je dirais, dissolution et puis oxydation qui se font à la même vitesse. Et puis il y a également donc la précipitation, et donc on constate des précipités qui sont de plus en plus gros. Et par contre, on n'a pas de formation type piqûre ou stalactite, on a plutôt des trous qui restent quand même d'une profondeur raisonnable. Enfin, c'est-à-dire que là, on n'a pas trouvé pour l'instant, on commence à étudier ça que depuis 2 ans, on n'a pas trouvé de mécanisme particulier qui fasse qu'on ait des piqûres de corrosion, par exemple. Ce n'est pas le cas pour cet alliage-là, a priori. Donc, oui, les processus sont continus, et non, il n'y a pas de localisation pire que ça. Et après, on a aussi d'autres coprécipitations, d'autres avec des cations qui sont dans l'eau, par exemple du fer, parce que pour faire ça, on se met dans une espèce de cocotte minute qui est en acier inoxydable. Donc il y a un peu de fer dans l'eau, c'est comme une impureté, vous en parliez tout à l'heure. Et donc on a coprécipitation du fer et du titane. Et ça a l'air de protéger un petit peu nos surfaces. En fait, la thèse que je lance, je ne l'ai pas dit de le dire, hein, mais la thèse qui commence en octobre 2018, c'est sur la corrosion sous contrainte de ce système-là. Savoir est-ce que quand on ajoute une contrainte, on va modifier le mécanisme ou la cinétique de corrosion, et est-ce qu'on pourrait aboutir à une fissuration donc, sous contrainte. Donc ça va tout à fait être étudié, et aussi quels sont les liens entre la corrosion sous contrainte éventuelle, qu'on n'a pas encore mise en évidence, et la fragilisation par hydrogène dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau de la cinétique du dégagement d'hydrogène, ce que je sais que dans le nucléaire, on n'aime pas trop dégager de l'hydrogène dans le cœur. Et est-ce que, par rapport aux aciers inoxydables, c'est mieux, c'est moins bien? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Voilà. Donc le problème principal pour l'hydrogène dans les réacteurs, en fait, c'est le zirconium
donc s'oxydent très bien à haute température et donc qui crée de l'hydrogène. Voilà, donc le risque hydrogène, les explosions de Fukushima, tout ça, c'est lié à l'oxydation du zirconium, les gaines en alliage de zirconium qui entourent les combustibles. Là, l'idée, ce ne serait pas pour remplacer le zirconium ou les gaines, mais votre question est tout à fait pertinente. Donc, oui, en effet, si on utilise des métaux qui sont oxydables par l'eau, dans un milieu désaéré comme celui des REP, eh ben, on a la fabrication, la libération d'hydrogène. Donc la question, c'est surtout à partir de quelle température et comment on met les dispositifs de sécurité pour jamais arriver dans ce domaine-là. Et plus c'est chaud. Mais c'est pareil, pardon, pour les aciers inoxydables. Je veux dire, l'acier inoxydable, comme je vous disais tout à l'heure, il s'oxyde. Et donc, en fait, l'oxyde, il se dissout également. Et l'oxydation du métal se fait par la réduction de l'eau et donc la libération d'hydrogène. La question est très courte. Que fait l'eau? Que fait l'eau? L'or. L'or, en fait, il nous a juste servi pour voir si l'oxyde allait être sous l'or ou l'or sous l'oxyde. Et on a fait une expérience où on a mis de l'or, et je vous l'ai présenté parce que c'était joli, mais sinon, nous, on ne met pas d'or sur notre titane. Il n'est pas envisagé que les industriels mettent de l'or sur le titane avant de le mettre en fonctionnement. C'est pour la manip. Je ne vois pas le rôle de catalyseur. Alors, c'est une autre bonne question. Ils ont plein de bonnes questions. Hein. On ne va jamais pouvoir manger nos sandwichs. Évidemment, quand on étudie les cinétiques, on ne met pas d'or parce qu'on se doute que ça va perturber la cinétique. Donc, ce qu'on espère, c'est que ça ne perturbe pas le mécanisme. Donc, on vérifie qu'on retrouve bien les mêmes phases, TiO2 et tout, avec or ou sans or. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que ça soit un marqueur inerte de la surface. Je suis d'accord avec vous. C'est bon. À vous. Merci. Donc je remercie chaleureusement tous nos intervenants pour ces belles explications et je vous remercie également, encore une fois, de vous être déplacés et d'avoir joué le jeu avec eux, d'avoir tenté de deviner sur quoi chacune et chacun travaillait. C'est l'esprit d'Instant Science, c'est plus seulement d'avoir des conférences avec des slides, mais d'avoir un véritable échange avec les chercheurs pour un peu mieux comprendre ce qu'ils font, sur quoi ils travaillent, quelles sont les recherches qu'on mène au CEA.